Bonjour à tous, dans cette vidéo on va s'intéresser à une matière importante de la licence de droit qui est le droit des biens, matière également appelée droit civil des biens dans un certain nombre d'universités. Et il faut aussi savoir que cette matière est étudiée en troisième année de droit dans la plupart des universités, mais dans certaines universités elle est étudiée en L2 et même parfois en L1 dans certaines universités. Donc, que vous soyez en L1, en L2 ou en L3, peu importe, si vous avez une matière qui s'intitule droit des biens ou droit civil des biens, vous êtes au bon endroit et cette vidéo est faite pour vous. Dans cette vidéo, on va donc voir ensemble, premièrement, ce qu'est le droit des biens. On va donner une définition du droit des biens. Ensuite, pour bien comprendre ce qu'est le droit des biens, on va s'intéresser à la notion de bien, puisque, vous l'avez sans doute déjà compris, le droit des biens s'intéresse aux biens, et donc pour comprendre le droit des biens, il faut comprendre ce qu'est un bien. Donc on définira la notion de bien, et on verra notamment en quoi le bien se distingue de la chose. Ensuite, une fois qu'on aura bien défini la notion de bien, on verra que les biens se distinguent entre les biens meubles et les biens immeubles. Un tout bien est soit un meuble, soit un immeuble. C'est la summa divisio du droit des biens, la distinction fondamentale du droit des biens. Et donc, on s'intéressera à cette distinction entre meubles et immeubles et on expliquera cette distinction. Et puis enfin, on verra ensemble quels sont les grands thèmes du cours de droit des biens, quelles sont les principales notions à connaître en droit des biens. Et le but, c'est qu'à la fin de cette vidéo, vous ayez vraiment une bonne vision d'ensemble de la matière pour bien comprendre la matière et pour réussir vos examens. Juste avant qu'on commence, je vous informe que je propose sur mon site un pack de fiches de révision en droit des biens, qui est tout simplement un pack qui comprend 20 fiches de révision, qui sont claires et synthétiques et qui résument parfaitement le droit des biens. C'est donc un pack de fiches qui vous aidera à réviser efficacement le droit des biens, également qui vous permettra de mieux comprendre la matière, et donc, si ça vous intéresse, vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Ceci étant dit, c'est parti, on peut commencer la vidéo. Et alors, pour commencer, qu'est-ce que le droit des biens? Le droit des biens, c'est une branche du droit civil qui comprend l'ensemble des règles qui régissent les rapports entre les personnes et les biens. Autrement dit, le droit des biens, c'est l'étude des droits exercés par les personnes sur les biens. Alors vous savez qu'on distingue les droits personnels et les droits réels. Le droit personnel, c'est le droit qu'a une personne d'obtenir quelque chose d'une autre personne, tandis que le droit réel, c'est le droit qu'une personne a sur un bien. D'accord? Donc droit personnel, droit qu'a une personne envers une autre personne, et droit réel, droit qu'a une personne sur un bien. Exemple de droit réel, ça va être par exemple le droit de propriété. Le droit de propriété, c'est un droit qui porte sur un bien, c'est donc un droit réel. On a également les démembrements du droit de propriété qui ne confèrent qu'une partie des attributs du droit de propriété, comme par exemple l'usufruit. L'usufruit, c'est un droit réel. On en reparlera dans la suite de cette vidéo. Mais donc, on a donc cette distinction entre les droits personnels et les droits réels. Et puisque le droit des biens correspond à l'étude des droits exercés par les personnes sur les biens, eh bien autrement dit, dans le cours de droit des biens, on va étudier les droits réels. On va étudier les droits exercés par les personnes sur les biens, on va donc étudier les droits réels. Mais donc, pour bien comprendre le droit des biens, il faut nécessairement comprendre la notion de bien. Il faut savoir ce qu'est un bien. Et un bien, c'est une chose qui est susceptible d'appropriation par l'homme, c'est-à-dire qui est susceptible de faire l'objet d'un droit de propriété. Puisqu'en effet, il faut bien distinguer la notion de bien de la notion de chose. Toutes les choses ne sont pas des biens, même si tous les biens sont des choses. Et spécifiquement, une chose ne peut devenir un bien que si elle est appropriable par l'homme. C'est cette possibilité d'appropriation qui transforme la chose en bien. Donc pour qu'une chose soit un bien, elle doit être susceptible de faire l'objet d'un droit de propriété par l'homme.
Et donc, en conséquence, certaines choses ne sont pas des biens, tout simplement parce qu'elles ne peuvent pas être appropriées par l'homme. Il s'agit de ce qu'on appelle les choses communes. Alors, exemple de choses communes, ça va être par exemple la mer, le soleil, le sable, etc., etc. Toutes ces choses sont des choses communes, ce sont des choses qui ne peuvent pas être appropriées par l'homme. Et donc ce ne sont pas des biens. Et très important, les choses communes, qui sont donc les choses non appropriables, doivent être distinguées de ce qu'on appelle les biens sans maître, qui sont les choses non appropriées mais appropriables, et qui constituent donc des biens. Donc comprenez bien la différence, hein. Les choses communes, ce sont les choses qui ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une appropriation, tandis que les biens sans maître peuvent être appropriés, c'est simplement qu'à l'instant T, ces biens ne sont pas appropriés, ne font pas l'objet d'un droit de propriété. Et parmi les biens sans maître, on distingue les res nullius, qui sont les choses qui ne sont pas encore appropriées, qui n'ont jamais encore fait l'objet d'un droit de propriété, mais qui sont susceptibles d'appropriation. Un bon exemple de res nullius, c'est par exemple le gibier. Et puis donc on distingue les res nullius de ce qu'on appelle les res derelictae, qui sont les choses qui ont déjà été appropriées, mais qui ont ensuite été abandonnées par leur ancien maître. Et elles peuvent être appropriées par celui qui les recueillera. Voilà donc pour la notion de bien. Maintenant, ce qu'il est très important de comprendre, c'est que, une fois qu'on a un bien, ce bien est soit un meuble, soit un immeuble. Ça, c'est la summa divisio du droit des biens, la distinction fondamentale du droit des biens, c'est-à-dire que tout bien est soit un meuble, soit un immeuble. Et cette distinction, elle s'effectue principalement selon le critère de la fixité ou non du bien. Ainsi, tout ce qui est mobile, c'est-à-dire tout ce qui peut être déplacé, c'est un meuble. Et à l'inverse, tout ce qui est fixe, c'est-à-dire tout ce qui ne peut pas être déplacé, c'est un immeuble. Donc retenez bien, un bien est forcément soit un meuble, soit un immeuble. Et puis ensuite, au sein des meubles et au sein des immeubles, on a différentes catégories. D'abord, au sein des immeubles, on trouve la catégorie principale qui est les immeubles par nature. Et en application du critère de fixité, il s'agit de tout ce qui est fixé au sol. Par exemple, les constructions, les bâtiments, les végétaux, les arbres, etc. etc. Ça, ce sont les immeubles par nature. C'est la catégorie principale au sein des immeubles. Ensuite, autre catégorie, on a les immeubles par destination. Alors, que sont les immeubles par destination ? Ce sont des biens meubles, mais qui sont considérés comme des immeubles en raison de leur destination, qui est d'être affectés à un immeuble par nature, dont ils constituent l'accessoire. Et puis enfin, au sein des immeubles, on a les immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent. Les immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent, ce sont concrètement les droits qui portent sur des immeubles. Par exemple, un droit d'usufruit sur un immeuble est lui-même un immeuble. Ou encore, une action en justice qui porte sur un immeuble est un immeuble. Et puis ensuite, au sein des meubles, on trouve également différentes catégories. La catégorie principale, ça va être les meubles par nature, qui vont donc être tous les biens qui peuvent se déplacer. Alors là, il y a énormément d'exemples. Ça peut être une table, ça peut être un ordinateur, ça peut être une voiture, ça peut être votre code civil, etc., etc., etc. Ça, c'est la catégorie principale des meubles, les meubles par nature. Ensuite, autre catégorie, on va voir les meubles par détermination de la loi. Il s'agit de tous les droits et actions qui ne portent pas sur un immeuble.
Donc concrètement, c'est la catégorie opposée à celle des immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent. Et donc, tous les droits et actions qui ne portent pas sur des immeubles sont considérés comme des meubles. Exemple, les droits réels portant sur un meuble, comme par exemple un usufruit. Ou encore les droits personnels, comme par exemple les parts et actions de société. Ou encore par exemple les actions en justice qui portent sur un meuble. Et puis au sein des meubles, on a une dernière catégorie qui est les meubles par anticipation. Alors les meubles par anticipation, ce sont des immeubles par nature que l'on va considérer comme des meubles car ils sont destinés à devenir des meubles. Un bon exemple, c'est les récoltes sur pied. Les récoltes sur pied, ce sont des immeubles par nature puisqu'elles sont attachées au sol, mais on va les considérer comme des meubles car elles sont destinées à être détachées du sol et à être vendues. Alors maintenant, ceci étant dit, on va pouvoir s'intéresser aux grands thèmes qui structurent le cours de droit des biens. Quelles sont les principales notions qu'il faut connaître en droit des biens? Alors le cours de droit des biens, il est divisé en 3 grands thèmes. Les 2 premiers thèmes concernent respectivement la propriété individuelle et la propriété collective. Puisqu'en effet, un bien appartient en principe en pleine propriété à une seule personne. C'est ce qu'on appelle la propriété individuelle. Mais parfois, il peut arriver que le droit de propriété ait plusieurs titulaires. C'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs personnes qui sont propriétaires d'un même bien. Et ça, c'est ce qu'on appelle la propriété collective. Donc, dans le cours de droit des biens, on étudie dans une première partie la propriété individuelle et dans une seconde partie la propriété collective. Et puis, on a une troisième partie, une troisième et dernière partie, qui porte sur les démembrements de la propriété, puisqu'en effet, le droit de propriété peut être démembré. Et dans un tel cas, ces attributs sont alors répartis entre plusieurs personnes, c'est-à-dire que le droit de propriété sera exercé sur le bien de manière concurrente à un autre droit réel. On en reparlera plus tard dans cette vidéo. Mais donc, commençons avec la première partie qui est consacrée à la propriété individuelle. Et dans cette partie, on étudie d'abord, naturellement, le droit de propriété. Et on apprend notamment que le droit de propriété, c'est le droit réel le plus absolu qu'on peut avoir sur une chose. Le droit de propriété, il englobe un premier attribut qui est l'usus, c'est-à-dire le droit d'user de la chose. Il englobe également un second attribut qui est le fructus, qui est le droit de jouir de la chose, le droit d'en percevoir les fruits. Et puis enfin, le droit de propriété, il englobe un troisième et dernier attribut qui est l'abusus, le droit de disposer de la chose, c'est-à-dire concrètement le droit de pouvoir abandonner la chose, de pouvoir la détruire ou de transférer à autrui sa propriété. Et puis également, lorsqu'on étudie le droit de propriété, on étudie également ses limites, puisqu'effectivement, le droit de propriété peut faire l'objet de limites qui peuvent être légales, qui peuvent être également conventionnelles ou bien jurisprudentielles. Et donc, vous étudierez ces différentes limites dans le cours de droit des biens. Ensuite, une fois qu'on a étudié en détail le droit de propriété, on passe au mode d'acquisition de la propriété. Et on voit donc que la propriété d'un bien peut s'acquérir de différentes manières, et en l'occurrence, la propriété d'un bien peut s'acquérir, par exemple, par ce qu'on appelle la possession. Alors, qu'est-ce que la possession? La possession, c'est le fait, pour une personne, de se comporter en fait et en intention comme si elle était la propriétaire d'une chose. Donc concrètement, celui qui a la possession, il détient la chose, il utilise la chose et il agit comme s'il était le propriétaire. Et la possession comprend 2 éléments. D'abord le corpus, qui est la maîtrise matérielle de la chose,
Et puis ensuite, l'animus, qui est l'intention de se comporter comme le propriétaire. Et en application de l'article 2276 du Code civil, la possession d'un bien meuble entraîne l'acquisition instantanée de sa propriété à condition que le possesseur soit de bonne foi. Et en revanche, en ce qui concerne les immeubles, eh bien, il n'y a pas acquisition instantanée de la propriété, il faut qu'un certain délai s'écoule pour que la possession d'un immeuble permette d'en acquérir la propriété. C'est ce qu'on appelle la prescription acquisitive ou également appelée usucapion. Et en principe, ce délai est de 30 ans, mais il peut être de 10 ans si le possesseur est de bonne foi et a un juste titre. Ensuite, après la possession, on étudie l'acquisition de la propriété par accession. L'accession permet une extension de la propriété en application du principe selon lequel l'accessoire suit le principal. Donc, on considère que le bien accessoire, produit par le bien principal ou incorporé au bien principal, appartient au propriétaire du bien principal. Et ainsi, non seulement les fruits et produits appartiennent au propriétaire du bien dont ils sont issus, mais si jamais un bien vient s'unir à un autre bien, eh bien dans un tel cas, le propriétaire du bien principal devient propriétaire du bien accessoire. Par exemple, le propriétaire du sol est le propriétaire des plantations et des constructions effectuées sur son terrain. Voilà donc pour l'accession. Autre mode d'acquisition de la propriété, c'est l'acquisition de la propriété par occupation. L'occupation, c'est un mécanisme qui permet d'acquérir la propriété d'un bien en prenant volontairement et matériellement possession. Mais attention, ça ne concerne pas tous les biens, loin de là. Ça concerne essentiellement les biens sans maître. Donc, il est possible d'acquérir la propriété d'un bien sans maître par occupation, c'est-à-dire par appropriation matérielle et volontaire. Et puis enfin, autre mode d'acquisition de la propriété, c'est l'acquisition de la propriété d'un bien par convention, puisqu'effectivement, la propriété peut s'acquérir par un contrat, comme par exemple un contrat de vente ou un contrat de donation, ou même par un acte juridique unilatéral, comme par exemple un testament. Voilà donc pour les modes d'acquisition de la propriété, vous les étudierez plus en détail dans le cadre du cours de droit des biens. Et donc, cette partie sur la propriété individuelle, c'est aussi l'occasion d'étudier l'action en revendication de la propriété. Qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement l'action qu'exerce le propriétaire d'un bien contre la personne qui a la possession de son bien et refuse de le restituer. Et cette action, elle a pour but la reconnaissance du droit de propriété et la restitution de la possession du bien. Voilà donc ce que vous étudierez dans la première partie du cours de droit des biens consacré à la propriété individuelle. On passe maintenant à la deuxième partie du cours qui est consacrée à la propriété collective. La propriété collective qui se caractérise par l'exercice de droits de propriété concurrents sur un même bien. Autrement dit, on a plusieurs personnes qui exercent un droit de propriété sur un même bien. Et il existe différents régimes de propriété collective. D'abord, on a un régime de droit commun qui s'appelle l'indivision. Ensuite, on a un régime spécial en matière de voisinage qui est la mitoyenneté. Et puis enfin, on a un régime spécial en matière d'immeubles qui est la copropriété des immeubles bâtis. Dans cette partie, on commence donc par étudier l'indivision, qui désigne la situation où plusieurs personnes, qu'on appelle les indivisaires ou co-indivisaires, sont propriétaires d'un même bien. Ainsi, le bien appartient à tous les indivisaires. En revanche, très important,
chaque indivisaire est propriétaire exclusif d'une quote-part sur le bien, qui correspond à une fraction des droits. En sachant que les quotes-parts n'ont pas nécessairement à être égales. Par exemple, on peut tout à fait avoir une indivision entre deux personnes, avec une personne qui est propriétaire d'une quote-part qui correspond à 60% des droits, par exemple, et l'autre personne qui a une quote-part correspondant à 40% des droits. C'est tout à fait possible. Les quotes-parts n'ont pas forcément à être égales. Et ces quotes-parts, elles servent notamment à déterminer le partage, puisqu'en effet, l'indivision est provisoire. Elle a vocation à se terminer par ce qu'on appelle le partage, qui consiste à attribuer à chaque indivisaire des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision. Donc concrètement, chaque indivisaire reçoit à titre individuel la propriété exclusive d'une partie des biens à hauteur de la quote-part qu'il avait dans l'indivision. Et en l'absence de convention d'indivision, c'est le régime légal de l'indivision qui s'appliquera et qui figure aux articles 815 et suivants du Code civil. Et puis de même, si la convention d'indivision ne règle pas certains points, ces points seront réglés par le régime légal. Et vous verrez en détail ce régime légal de l'indivision dans le cours de droit des biens. Après l'indivision, vous étudierez ensuite la mitoyenneté, qui est un régime de propriété collective qui porte sur les clôtures séparant deux fonds voisins. Alors c'est quoi une clôture séparant deux fonds voisins? Séparant concrètement deux terrains voisins. Ça peut être par exemple un mur, une haie, un fossé, un grillage, une rangée d'arbres, etc., etc. Tout ça, ce sont des clôtures, et donc on parle de clôture pour désigner l'élément de séparation entre deux fonds voisins, entre deux terrains voisins. Mais donc concrètement, avec la mitoyenneté, les deux propriétaires des fonds voisins seront tous deux propriétaires de la clôture qui sépare leurs fonds. Et cette mitoyenneté leur donne un ensemble de droits et d'obligations que vous étudierez, là encore, dans le cours de droit des biens. Et puis enfin, cette partie sur la propriété collective, elle se termine par l'étude de la copropriété des immeubles bâtis, dont le régime est organisé par une loi du 10 juillet 1965. Ce régime de la copropriété des immeubles bâtis, fixé par la loi du 10 juillet 1965, il est applicable obligatoirement aux immeubles bâtis à usage total ou partiel d'habitation, dont la propriété est répartie par lot entre plusieurs personnes. Et puis également, il est applicable en principe aux immeubles bâtis à usage total autre que d'habitation. Pour ces immeubles à usage total autre que d'habitation, il est possible de déroger au statut de la copropriété, mais de manière générale, retenez bien que la plupart de ces immeubles bâtis à usage total autre que d'habitation restent soumis au statut de la copropriété fixé par la loi du 10 juillet 1965. Et donc concrètement, ce régime fixé par la loi du 10 juillet 1965, il est applicable à la grande majorité des immeubles bâtis. C'est ça que vous devez retenir. Ce régime, il distingue les parties privatives, comme par exemple les appartements, qui sont la propriété exclusive de chaque propriétaire, des parties communes, comme par exemple le hall d'entrée, la cour, l'ascenseur, le local à vélo, etc., etc. Et ces parties communes, elles font l'objet d'une propriété collective entre l'ensemble des copropriétaires. Également, ce régime fixé par la loi du 10 juillet 1965, il détermine le fonctionnement des organes de la copropriété, qui sont l'Assemblée générale des copropriétaires, le syndic de copropriété et le conseil syndical. Et puis enfin, ce régime de la copropriété, il fixe
les droits et obligations des copropriétaires. Et donc, vous étudierez en détail ce régime de la copropriété des immeubles bâtis dans le cadre du cours de droit des biens. Et on arrive donc à la troisième et dernière partie du cours qui est consacrée au démembrement de la propriété, qui sont, de manière principale, la servitude et l'usufruit. Alors d'abord, qu'est-ce que la servitude ? La servitude, c'est une charge imposée sur un fonds pour l'usage et l'utilité d'un autre fonds appartenant à un autre propriétaire. La servitude, c'est donc un rapport entre deux fonds, un rapport entre deux terrains qui appartiennent à des propriétaires différents, en vertu duquel l'un des fonds, qu'on appelle le fonds servant, est assujetti à une charge, c'est-à-dire une contrainte, au bénéfice d'un autre fonds qu'on appelle le fonds dominant. Un bon exemple de servitude, ça va être la servitude de passage, par laquelle le propriétaire du fonds dominant a le droit de passer sur le fonds de son voisin, le fonds servant, afin d'accéder à la route ou à sa propriété. Et puis, en ce qui concerne l'usufruit, c'est un droit réel, mais qui ne confère pas à son titulaire l'ensemble des attributs du droit de propriété. Et plus précisément, l'usufruit ne confère que l'usus et le fructus. Ainsi, on va avoir une personne, l'usufruitier, qui aura l'usus et le fructus sur la chose, tandis qu'une autre personne, le nu propriétaire, conservera l'abusus. Et en cela, l'usufruit se distingue de la servitude, qui ne confère que l'usus. Et donc, dans cette dernière partie du cours, vous étudierez en détail d'abord le régime des servitudes, et notamment les droits et obligations du propriétaire du fonds servant et du propriétaire du fonds dominant, et puis vous étudierez également, bien évidemment, le régime de l'usufruit, et notamment les droits et obligations de l'usufruitier et du nu propriétaire. Ceci étant dit, c'est donc la fin de cette vidéo. Maintenant, si vous voulez regarder d'autres vidéos de droit des biens, je vous mets à l'écran ma playlist de droit des biens, qui comprend différentes vidéos sur les différentes notions du cours de droit des biens. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer sur la playlist qui s'affiche à l'écran, et sinon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.